Et on va poursuivre la discussion avec Maître René Verret, qui était procureur de la Couronne, qui est maintenant avocat de la défense. Bonjour, René. Oui, bonjour Isabelle. Alors, c'est assez inhabituel de procéder sans jury. Ça arrive, on a déjà vu ça. Il faut que les deux parties soient d'accord. Mais ce qui est totalement inédit ici, c'est de ne faire témoigner personne. Et il me semble que la base du procès, c'est vraiment d'entendre ce que les témoins ont vu, ont à dire. Bien, normalement, c'est le cas parce que très souvent, il y a une question de crédibilité reliée aux témoignages Mhm. entendus, que ce soit les témoignages civils ou les témoignages d'experts. Alors, c'est très rare, donc, qu'on procède de cette façon-là. Moi, j'ai fait 13 procès de meurtre et jamais j'ai procédé devant juge seul sans jury. Et il faut aussi que ça se fasse publiquement. C'est ça aussi l'essence du droit criminel et du droit en général. Un procès, c'est toujours public. Alors, tout le monde peut assister à un procès. La règle, c'est qu'un procès est public. Ce procès-là, même s'il va se dérouler de cette façon-là, sera aussi un procès qui sera public. Bien sûr, il est public, mais si on dépose des transcriptions de témoignages, c'est pas la plus grande transparence, si on peut dire. Vous avez raison, parce que à moins qu'on lise intégralement les Mhm. témoignages qui sont contenus dans les notes sténographiques, les gens qui vont être présents, est-ce que vraiment ils vont pouvoir entendre ou lire les témoignages? On ne le sait pas. Bon, et en plus, comment est-ce qu'on fait pour évaluer la crédibilité ou la force d'un témoignage de quelqu'un en lisant tout simplement ce qu'il a déjà dit en 2019 au moment du deuxième procès de l'accusé? Comment on évalue ça? Ben, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles chaque partie a accepté d'agir de cette façon-là, mais selon moi, effectivement, la crédibilité ne sera pas en cause. Donc, à mon avis, on va plaider sur des points de droit, comme peut-être, par exemple, la cause de la mort, ou le fait, effectivement, que cette femme-là aurait été ou aurait eu l'opportunité exclusive de commettre ses enfants. Mais à mon avis, on ne va pas débattre ou plaider sur la crédibilité des témoins parce qu'il n'y en aura pas qui seront entendus. Et pourtant, c'est pas mal ça aussi la base d'un procès, c'est de jauger la crédibilité des gens. Hier, j'ai parlé à la porte-parole du DPCP. Elle m'a dit que comme il s'agit d'un troisième procès, qu'il n'y a pas de nouvelles preuves, ça pose aucun problème de procéder ainsi. Et là, je me suis demandé, mais ma foi, ce sera pas... les troisièmes procès, il y en a peu, mais c'est pas la première fois qu'il y a des deuxièmes procès. Est-ce qu'il faut s'attendre que ce soit la norme maintenant? Moi, je crois pas, parce que dans la majorité des cas, la crédibilité va demeurer un facteur important à apprécier de la part du jury. Alors moi, je serais étonné qu'effectivement, cette façon de faire-là soit la norme maintenant. Mais c'est quand même étrange. Je sais que vous dites, vous pensez qu'on ne disputera pas la crédibilité des gens, mais puisqu'on ne les entendra pas, mais il reste que c'est pas mal ça, la base de l'affaire. La cause de la mort, techniquement, ça ne dit pas si elle est coupable ou non. C'est plus Ben, l'ensemble de la preuve qui est soumise, là. vous avez raison, mais effectivement, au deuxième procès, je me rappelle que les théories avancées par chacune des parties reposaient sur la preuve qui est entendue. Donc, le juge va prendre connaissance de cette preuve-là et sera en mesure, on le souhaite, de rendre une décision par rapport à la culpabilité ou non de Mme Sorella. Bon, la Couronne dit qu'il y a quand même certains témoignages qu'on fera entendre, c'est-à-dire on va évidemment déposer les enregistrements de ce qui a été dit il y a 4 ans. Et là, on peut se demander, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Est-ce que notre système judiciaire est vraiment embourbé au point où on veuille aller vite? Ben, j'ose espérer que la raison pour laquelle on agit comme ça, c'est pas simplement pour gagner du temps. Je veux dire, la justice n'est pas arbitraire du temps que ça prend pour tenir un procès. Jamais on va accélérer un procès à cause du temps. Alors, ça devrait pas être un facteur, le fait que ça nous permette d'agir plus rapidement. Non, mais on peut imaginer que c'est un des motifs. Sinon, pourquoi Ça se peut priver de ces témoins-là qui existent toujours? Vous avez raison. On ne connaît pas donc les raisons pour lesquelles chaque partie a accepté d'agir comme de cette façon-là, parce que, évidemment, ça prend le consentement des deux parties Oui, pour tenir un procès devant un juge seul sans jury. Et à ce que je sache, aucune des parties n'a expliqué pourquoi elle avait accepté d'agir ainsi. exact. On peut imaginer, René Verret, que si la défense l'a accepté, c'est parce que ça fait son affaire aussi. Normalement, oui. Bon, et si l'accusée, justement, faisait une défense, si elle voulait témoigner, comme elle a déjà témoigné dans le passé, on ne sait pas si elle va témoigner en personne ou si on va faire entendre son vieux témoignage d'il y a 4 ans. Mais là, c'est quand même une nouvelle procureure qui est dans le dossier. Peut-être que si elle témoignait en personne, elle pourrait aller chercher autre chose, elle pourrait la confronter, révéler autre chose. Ben là, on nage en terrain inconnu. Moi, j'ai jamais Absolument. vu ça, effectivement, de procès où on a déposé le témoignage de l'accusé rendu antérieurement. J'ai jamais vu ça. Alors, normalement, je ne sais pas comment les parties ont convenu de procéder pour ce qui est du témoignage de l'accusé, mais normalement, même si on dépose les notes sténographiques de la preuve et de la poursuite, normalement, l'accusé a toujours le droit de se faire entendre devant le juge.
Alors, on verra bien si c'est le cas et on va suivre ça, ce procès vraiment étrange. René Verret, merci de nous en avoir parlé. Merci. Au revoir.